Et nous passons maintenant donc à la synthèse et à la conclusion de ce colloque. Cette synthèse sera faite par notre confrère de l'Académie de Montpellier, Michel Denucet-de-la-Motte, ancien directeur du CIRAD et ancien président d'Agropolis. Nous vous écoutons. Je voudrais tout d'abord faire une remarque personnelle pour le languedocien que je suis. J'ai beaucoup entendu parler de la capitale de l'État du Vermont aux États-Unis et assez peu de Montpellier. Le E n'existe pas en occitan, donc Montpellier, c'est bien Montpellier. Nous avons eu au cours de cette journée de remarquables interventions sur les évolutions souhaitables et possibles de l'agriculture mondiale au cours des prochaines décennies. On retiendra, au niveau de la planète, que la malnutrition reste un problème majeur. 75% des pauvres se concentrent dans les zones rurales, que l'agriculture est le premier employeur avec 40% des actifs qui en vivent directement, que sa conduite est étroitement liée à la gestion de l'environnement. L'actualité récente met l'accent sur les migrants qui fuient les zones de guerre, mais ce sont bien les migrants économiques qui constituent pour nous, Européens, et pour les années à venir, un problème de plus en plus difficile à résoudre. Pendant des décennies, on a pensé, et cela même parmi les dirigeants internationaux, qu'il était suffisant de diffuser partout où l'agriculture accusait un retard les techniques utilisées dans les pays développés. Techniques qui ne cessent d'ailleurs de se perfectionner. On nous a présenté aujourd'hui quelques-unes d'entre elles et leurs extraordinaires performances pour progresser vers une agriculture plus durable et qui tienne compte des changements climatiques. Mais nous savons maintenant que diffuser notre modèle à l'échelle de la planète n'est ni possible ni souhaitable. L'actualité récente révèle d'ailleurs de sérieux problèmes chez nous, dont ceux liés à la PAC. L'agriculture doit faire de nouvelles révolutions technologiques en s'adaptant aux contextes locaux de chaque région et à leurs évolutions. Il faut bien sûr accroître les surfaces, car le monde a besoin d'une augmentation de la production pour nourrir une population toujours croissante. Mais il faut aussi intensifier pour préserver les écosystèmes naturels, forêts en particulier. Il faut aussi développer des politiques publiques favorables aux agricultures familiales, source d'emploi et de développement rural. Ceci dit, il n'existe pas de solution à l'échelle mondiale. Certaines grandes régions comme l'Afrique, l'Amérique latine disposent de grandes surfaces pour l'agriculture. D'autres, comme l'Asie du Sud, ont de telles surfaces, mais l'extension des cultures ne peut s'y faire qu'aux dépens de la forêt primaire. La densité de population y pose parfois d'énormes problèmes. Pour donner une idée de problèmes qui peuvent se poser dans certaines régions du monde, je citerai l'île de Java en Indonésie. Sa superficie est 1/5 de la France. Elle a 110 millions d'habitants et une densité de population de 1000 habitants au kilomètre carré. Dès lors,
Faut-il interdire à ceux-ci d'occuper des terres à Sumatra ou Bornéo, fût-ce aux dépens de la forêt vierge et des singes qui y habitent? Faut-il à tort accuser les planteurs de palmiers à huile? Ou bien rechercher les solutions les plus adaptées? On nous demande de revenir au contexte local et familial et à la consommation de produits locaux, et comme le disait Jean-Louis Rastoin, mais bien sûr, il y a certaines productions qui relèvent d'un besoin global. Je citerai le caoutchouc, les différents types d'huile, le café, le cacao, etc. On conclura donc que deux priorités se dégagent au niveau mondial. Développer une recherche sur les moyens et techniques biologiques et mécaniques susceptibles d'accroître la production dans des conditions optimales pour l'homme, et ce, dans les divers environnements. D'autre part, mettre en œuvre au niveau régionaux, nationaux et internationaux des politiques favorables aux agricultures familiales. Cela suppose que la recherche poursuive inlassablement ses efforts en hiérarchisant les problèmes et que certains chercheurs ayant une bonne connaissance du terrain aient pour souci majeur de répondre aux attentes et besoins des populations locales. Que ces chercheurs soient aussi des communicants, à même de faire le lien d'une part avec leurs collègues plus orientés vers l'acquisition de connaissances de base, et d'autre part avec les décideurs régionaux, nationaux et internationaux, seuls à même d'élaborer les politiques nécessaires. Peut-être, et c'est mon opinion personnelle, peut-être faudrait-il d'ailleurs instituer pour ces chercheurs dont les qualités ne sont pas toujours suffisamment reconnues par leur hiérarchie, un système d'évaluation moins basé sur les publications, le fameux Publish or Perish, et qui tiennent beaucoup mieux compte de leur rôle en faveur du développement. Rôle essentiel pour adapter les solutions proposées au contexte. C'est d'ailleurs ce rôle qu'ont joué avec un indéniable succès dans la deuxième moitié du XXe siècle pour les pays en développement, les chercheurs des instituts de recherche appliquée qui ont donné naissance au CIRAD, et nombre de chercheurs de l'IRD, ou ex-Orston, et au niveau français, beaucoup de chercheurs de l'INRA. En conclusion, nous pouvons dire que si de grands projets ont été réalisés, la tâche est encore immense. Comme je le disais, il n'y a pas une réponse sur ce que doit être l'agriculture du futur, mais des réponses adaptées aux divers contextes. Il est alors essentiel de disposer d'une recherche de qualité susceptible de répondre au plus vite aux questions qui se posent. Fort heureusement, notre région et cette ville de Montpellier sont devenues, grâce à des hommes comme François Delmas, Georges Frêche, Jacques Leblanc et bien sûr Louis Malassis, le fondateur d'Agropolis, l'un des grands centres mondiaux de recherche agronomique pour le développement. La création d'Agropolis il y a 30 ans a permis de regrouper dans cette ville et sa région la plupart des organismes et laboratoires français de recherche pour le développement et de mobiliser sur cette thématique une grande partie de la communauté scientifique montpelliéraine. Agropolis a alors joué un rôle essentiel pour attirer les organismes ou laboratoires étrangers. Actuellement, nous avons ici à Montpellier des laboratoires dans ces domaines-là, des laboratoires américains, australiens, brésiliens, argentins, malais, et même des groupements internationaux
puisque le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, qui gère les 15 centres internationaux de recherche agronomique répartis dans tout le monde, sur tous les continents, est basé à Montpellier, faisant de cette communauté scientifique la plus importante au monde en ce domaine. La carte qui vous est projetée représente une partie des implantations de cette communauté, mais y figurent les équipes gérées à partir de Montpellier, les équipes de l'INRA et de l'IRD. Il faudrait bien sûr y ajouter les centres internationaux et un certain nombre d'autres équipes appartenant à différents organismes. La création de notre nouvelle région et le potentiel que représente ce grand ensemble, encore une fois sans égal au monde, ne peuvent que contribuer à mieux encore adapter notre recherche aux besoins locaux et à accroître le rôle de notre pays en faveur du développement. Trop peu parmi nos concitoyens et peut-être parmi les décideurs nationaux savent que cette ville et sa région sont de plus en plus connues dans le monde pour ce rôle en faveur du développement. L'agriculture du futur, Agropolis, Montpellier et plus généralement la région en sont les acteurs incontournables. Votre soutien et le soutien de l'État sont plus que jamais nécessaires. Je vous remercie. Merci mon cher confrère pour cette conclusion, et je crois pouvoir, sans crainte de me tromper, me faire l'interprète de cette assemblée pour dire combien tout au long de ce colloque nous avons été véritablement captivés par le brio, les connaissances des conférenciers, par tout ce qu'ils nous ont rapporté. Et cette réflexion est valable bien sûr pour qui s'intéresse de près ou de loin à l'agriculture, mais elle est valable aussi pour employer l'expression de Madame Troyer, elle est valable pour les nuls. Et en ce qui concerne les nuls, là, je sais de quoi je parle. Bien, dites-vous que cette journée de travail qui nous a beaucoup apporté n'aurait pas été possible sans la collaboration de deux académies, donc celle de Toulouse et celle de Montpellier, une collaboration étroite que je pense parfaitement réussie, et je passe tout de suite la parole donc à M. Alain Goudet, membre de l'Institut et président de l'Académie de Toulouse. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis content que vous finissiez sur cette note de parfaite collaboration, puisque nous avons beaucoup apprécié également la collaboration avec l'Académie de Montpellier pour la mise en place de cette opération. Je ne vais pas redire ce que vous avez dit. J'ai été frappé par le haut niveau des présentations, leur pertinence, et comme je le soulignais ce matin, elle ne déparaît pas du tout en étant associée à cette journée mondiale des sciences qui est organisée aujourd'hui par l'Académie nationale à Paris. Je remercie nos collègues de Montpellier pour cette excellente organisation, et je remercie aussi l'auditoire pour son attention, ses questions, et je voudrais faire deux commentaires. Le premier, c'est que nous avons assisté à la présentation de ressources intellectuelles considérables aujourd'hui, dans différents champs thématiques. Nous avons voulu organiser deux sessions qui sont tout à fait complémentaires, une session technologique, une section beaucoup plus sociétale. Et ma première remarque est de dire il faudrait que ces deux sessions se télescopent davantage maintenant, puisqu'elles ont présenté leur développement selon des formats habituels à leur discipline, mais un débat s'est amorcé en fin de commentaires et en fin de questions de cette session sociologique. Au-delà d'une faisabilité technique, quelle faisabilité économique,
pour ces nouvelles technologies? Quelle faisabilité sociologique? Quelle dimension éthique? Ce sont des questions qui pourraient être prises en compte et auxquelles on pourrait répondre par une concertation entre les composantes de ces deux sessions. Au-delà, comment valoriser ces différentes ressources? Nous les avons, je crois, très clairement valorisées aujourd'hui par l'information du public. C'est un des rôles des académies, de diffuser la connaissance. Mais il me semble que nous ne les valorisons pas à ce stade suffisamment en termes de recommandations pour les décideurs, en termes d'orientation des choix des décideurs. Et là, ce matin, nous avons eu le vice-président du conseil régional qui nous a parlé de certaines options, certaines orientations. Je crois qu'un exercice difficile, mais qui serait extrêmement productif et que nous pourrions envisager, c'est de poursuivre cette réunion par un séminaire restreint impliquant les différents conférenciers et un certain nombre des membres des deux académies pour aboutir à des recommandations. Et des recommandations, dans un premier temps, modestement, non pas à l'échelle mondiale, mais des recommandations à l'échelle de la nouvelle région. Et je pense que ça serait une conclusion extrêmement positive de notre réunion. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ces perspectives d'ouverture. Quant à moi, évidemment, il ne me reste plus qu'à remercier le représentant de Monsieur le Préfet de région qui est resté là pendant tous les travaux, parce que c'est un domaine qu'il connaît bien et qui l'intéresse. Merci, Monsieur Xavier Van. Donc, je remercie également la présidente de la Conférence nationale des académies, Madame Françoise Lemaire-Lebleu, qui m'a tel dit, a appris beaucoup de choses au cours du déjeuner, et qui était très heureuse de cette présence ici. Et puis, je remercie aussi notre secrétaire perpétuel, qui est quand même la cheville ouvrière aussi de tout cela dans son organisation, dans son organisation pratique, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis, je voudrais aussi adresser mes remerciements à un homme de l'ombre. Cet homme de l'ombre, vous l'avez vu parfois apparaître dans la lumière quand il avait à se côteler avec son ordinateur. Il s'agit de Jean-Paul Degros. Merci Jean-Paul. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait fonctionner un ordinateur. Il aurait été capable d'ailleurs de vous faire un long exposé empreint de beaucoup de savoir et de l'humour qui le caractérise en général sur la qualité des sols, leur adaptation aux cultures, etc. Il ne l'a pas fait pour permettre à d'autres confrères de s'exprimer. Merci donc beaucoup Jean-Paul pour cela. Et puis, je dois préciser aussi que Jean-Paul Legros est l'artisan du site de l'Académie sur le plan de la communication. Donc, je dois vous préciser que tout ce que vous avez entendu ici sera sur notre site d'ici 3 à 4 mois, m'a-t-il dit. Il faut un peu de patience. Le temps pour l'équipe de notre confrère Claude Balny qui a filmé tout cela, de faire les montages, de faire les résolutions, etc. etc. Donc, d'ici 4 ou 5 mois, et je réponds à une question qui m'a été posée par quelqu'un de l'Assemblée, vous pourrez, en tapant Académie des sciences et lettres de Montpellier, avoir la totalité, ou presque, donc, de ces interventions dans notre colloque d'aujourd'hui. Merci à tous d'être là, en tout cas. La séance est levée.